Mon portefeuille est constitué d'un ETF S&P 500, alors je suis très bien diversifié. Faux. Avoir plein de sociétés différentes ne suffit pas pour être bien diversifié. Il faut savoir que la diversification, ça passe par quatre choses principalement. Premièrement, la diversification sectorielle, le fait d'avoir plusieurs secteurs d'activité différents dans son portefeuille. Et là, pour le coup, effectivement, si tu as un ETF S&P 500, il y a plusieurs secteurs, même si c'est bien concentré sur la technologie. Ensuite, c'est bien évidemment d'être diversifié en termes de géographie sur le monde entier et non pas que sur un seul pays. Également, la taille des sociétés, si tu n'as que des microcaps ou que des gigacaps, eh bien, tu n'es pas diversifié sur ce point-là. Et également, la devise. Si tu as tout en dollars américains, tout en yens japonais ou tout en euros, eh bien, tu es dépendant de l'avenir de cette monnaie, de cette devise. Donc aujourd'hui, si tu as un portefeuille ETF S&P 500, t'es pas diversifié déjà au niveau de la géographie. Pourquoi n'avoir que des sociétés qui sont cotées aux États-Unis? Qu'en est-il de l'Union européenne, qui est quand même certes moins puissante que les États-Unis, mais on a quand même la France, on a l'Allemagne, on a l'Italie, on a l'Espagne, ça reste une très grosse puissance économique. Qu'en est-il du Royaume-Uni? Qu'en est-il du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de Singapour, du Japon? Qu'en est-il aussi des pays qui sont moins développés, mais qui le sont de plus en plus? Qu'en est-il de la Chine, de l'Inde, de la Corée du Sud, du Brésil, de l'Argentine, de la Turquie, de l'Égypte, du Pakistan, de l'Indonésie, du Mexique ou encore de l'Afrique du Sud? Pourquoi, avec les dizaines de pays plus ou moins puissants qu'il existe, n'avoir que des sociétés qui sont cotées aux USA? C'est quand même bizarre. Ensuite, quand on parle de taille de société, pourquoi, donc là on parle de si tu as un ETF S&P 500, pourquoi n'avoir que des sociétés qui sont gigantesques? Je te rappelle que le S&P 500, c'est les 500 plus grosses sociétés cotées aux États-Unis. Donc en gros, tu as majoritairement des gigacaps, c'est-à-dire des sociétés qui vont être à plus de 10, 50, même plus de 100 milliards de capitalisation. Donc ça veut dire que tu n'as aucune mid-caps, tu n'as aucune small-caps, tu n'as aucune micro-caps. Pourquoi? Et maintenant, on va parler de la devise. Alors ça, c'est vraiment le cas si tu as un seul ETF que ça constitue tout ton portefeuille. Ton ETF, il est forcément coté dans une devise. Peut-être que c'est l'euro, peut-être que c'est le dollar. Dans tous les cas, pourquoi n'avoir qu'une seule devise? Qu'est-ce que tu vas faire si l'euro s'effondre? Qu'est-ce que tu vas faire si le dollar américain s'effondre? Pourquoi n'avoir qu'une seule et unique devise dans ton portefeuille? Donc aujourd'hui, je vais répondre à ces questions. Voilà, comment avoir un portefeuille qui respecte bien la diversification, qui est bien mieux diversifié qu'avoir juste un ETF S&P 500. C'est assez simple, il faut juste respecter en fait les quatre critères. Alors la diversification sectorielle, c'était déjà respecté avec l'ETF S&P 500, donc ça c'est bien. Ensuite, pour respecter la géographie, il va falloir avoir pas que des sociétés qui sont cotées aux États-Unis, des sociétés qui sont cotées dans d'autres pays développés, on en a cité pas mal, hein, la Suisse, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour, le Japon, etc. Mais également les pays émergents, donc tout ce qui est Inde, Chine, Brésil, Afrique du Sud, Égypte, Pakistan, etc. Corée du Sud aussi. Également au niveau des tailles de sociétés, donc ne pas avoir forcément que des gigacaps, que des sociétés absolument gigantesques, mais également avoir de sociétés qui sont de taille moyenne, qui vont peser 1, 2, 3, 4, 5 milliards. Également des sociétés qui sont des small caps, qui vont peser seulement 200 millions, 400 millions, 800 millions, et même, pourquoi pas, potentiellement des micro caps. Bon, ça, c'est pas forcément non plus obligé, mais voilà, des sociétés qui vont peser moins de 50 millions, ou qui vont peser, voilà, 50, 100 millions. Et également au niveau de la devise, alors là, pour le coup, je vais pas te dire d'avoir plein de devises partout dans le monde, voilà, d'avoir du dollar américain, du dollar canadien, du yen japonais, du yuan, de l'euro, des francs suisses, enfin voilà, d'avoir des livres sterling, toutes les devises possibles. Non, en réalité, si tu as déjà les deux devises principales, en tout cas qui font partie des devises principales, qui sont le dollar américain et l'euro, déjà, c'est déjà bien mieux qu'avoir une seule devise. Après, si vraiment tu as un gros patrimoine et que tu veux aller plus loin, oui, tu peux avoir un peu de livres sterling, oui, tu peux avoir un petit peu de yen japonais, oui, tu peux avoir un peu de yuan, etc.
Donc là, par exemple, je te montre mon portefeuille. Alors, je ne dis pas du tout que tu dois le copier, je ne dis pas du tout qu'il est parfait en termes de diversification. Il a des billets que je vais mentionner juste après, mais déjà, il faut voir que on a 25% sur le MSCI World Quality. Donc ça, c'est sur tous les pays qui sont développés que j'ai mentionné, et c'est que des gigacaps. Donc, on a des gigacaps qui sont sur tout le monde développé. Ensuite, à la troisième ligne, on a le MSCI Emerging Markets. Donc là, c'est que des sociétés qui sont cotées dans des pays émergents. Donc déjà, je ne suis pas que sur les pays développés, j'ai aussi une partie en pays émergents, même si c'est assez faible. Et dans cet ETF de Emerging Markets, on n'a pas que des gigacaps, il y a aussi des sociétés qui sont relativement de taille moyenne, même des small caps. Donc voilà, ça diversifie un petit peu sur ce côté-là. Et ensuite, toutes les petites barres rouges et vertes que tu vois, en fait, c'est des sociétés, là pour le coup, c'est pas des ETF, mais tu peux regrouper toutes les barres rouges en une seule barre qui serait le Russell 2000. Voilà, c'est à peu près la même chose parce qu'en fait, c'est des petites sociétés américaines. Et tu peux regrouper toutes les petites barres vertes en CAC Mid-Small, c'est un indice pour les petites et moyennes sociétés françaises. Tout simplement, donc on pourrait faire ça avec ce portefeuille. Donc si on prend les 4 règles que j'ai mentionnées, sectoriel, bon, j'ai plein de secteurs différents, je ne vais pas te parler de tous les secteurs de chaque société, et les ETF, évidemment, il y a plusieurs secteurs, donc c'est diversifié. Pour tout ce qui est géographie, on a tout le monde développé avec le World Quality, on a une bonne partie du monde émergent avec l'Emerging Markets, on a une surpondération de la France, ça c'est un défaut, voilà, il y a, il me semble 20-25% même sur la France, ça c'est pas bien, on va dire, voilà, c'est trop concentré, sachant que la France c'est un pays développé, mais c'est bon, c'est pas non plus le pays le plus développé de la planète, donc ça c'est un biais effectivement, et puis on a voilà, les États-Unis qui sont quand même bien pondérés, mais tu vois, ça reste mieux qu'un ETF S&P 500, j'ai pas 100% sur les USA, j'ai peut-être 60% sur les USA, ensuite je vais avoir, du coup malheureusement ça c'est un défaut effectivement, une grosse partie sur la France, peut-être 25%, ensuite je vais avoir du 7,5% qui sont que sur les pays émergents, et le reste ça va être d'autres pays développés qui sont dans l'ETF World Quality, donc voilà, ça va être un petit peu de Suisse, un petit peu de Royaume-Uni, un petit peu de Canada, enfin voilà, bon, les quelques pourcents qui restent, c'est là. Donc c'est pas parfait, mais au moins c'est mieux que les États-Unis. Pour les tailles de société, là pour le coup c'est pas mal car on a à la fois des small caps, à la fois des mid caps, à la fois des gigacaps via les ETF, donc c'est bien diversifié, même si moi pour le coup là j'ai un biais où c'est pas que j'ai trop de big caps, c'est que j'ai trop de small caps. Effectivement en pourcentage, j'ai énormément du portefeuille qui est concentré sur les petites et moyennes sociétés, c'est pas forcément ce qu'on recommanderait à quelqu'un qui veut être parfaitement diversifié, donc ça c'est un biais aussi que je mentionne, mais en tout cas j'ai les deux, même des micro caps, des sociétés qui pèsent que 50 millions, alors que j'ai aussi des sociétés qui pèsent des billions, donc bon voilà. Et en termes de devises, j'ai simplement toutes les sociétés américaines qui sont en dollars, les ETF qui sont en dollars, et les sociétés françaises qui sont en euros. Donc j'ai quand même plus de dollars que d'euros, mais j'ai aussi d'autres comptes en euros, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu trop entre guillemets de dollars, mais voilà, ça reste assez bien équilibré, j'ai à la fois du dollar et de l'euro. Donc tu vois qu'il y a quand même des biais sur ce portefeuille, c'est pas parfait, mais c'est toujours mieux qu'un ETF S&P 500. Si tu veux un exemple de portefeuille qui est vraiment encore mieux diversifié, où j'ai enlevé mes biais personnels voilà, de small caps et de France, parce que voilà, c'est juste des biais, et bien là, je t'ai mis un exemple juste ici. Imaginons un portefeuille avec 60% sur le MSCI World Quality, donc c'est que des gigantesques sociétés qui sont du monde développé, voilà, Europe, potentiellement Japon, potentiellement Canada, Australie, États-Unis évidemment, donc à 60% coté en dollars. Ensuite, si on avait 15% sur le ETF MSCI Emerging Markets, sur un ETF qui serait coté en euros, eh bien ça ferait 15% sur des pays qui sont émergents, qui ne font pas partie donc, des pays développés, donc les deux ETF sont vraiment pas corrélés à ce niveau-là. Il y a des grandes, des moyennes et des petites sociétés sur cet indice, donc ça c'est pas mal. Ensuite, peut-être qu'on a un petit peu trop de grosses sociétés avec les 60% sur le MSCI World Quality, donc pourquoi pas 15% sur le Russell 2000 et peut-être 10% sur le fonds de William Higgins, Indépendance AM Europe Small. A noter que là j'ai simplifié en mettant que des fonds ou des ETF, et j'ai pas voulu mettre de stock picking évidemment pour que ce soit plus simple. Donc tu vois que sur ce portefeuille on a donc 60%, ou même plutôt on pourrait dire 70% de big caps. Donc voilà, c'est quand même majoritairement sur des big et des giga caps. Donc voilà, c'est normal, ça pèse plus.
Et du coup, environ 30% sur des small et mid caps. Donc ça, je trouve que c'est assez sain comme équilibre. Ensuite, en termes de devises, on est donc à 60% en dollars et à 40% en euros, ce que je trouve à peu près bien équilibré. On pourrait avoir peut-être un petit peu plus de dollars, mais voilà, ça me semble pas mal. En termes de géographie, bon là, c'est compliqué à calculer exactement, mais du coup, on a environ, je pense, 15% en Europe. On a 15% sur les pays émergents. Et du coup, on va avoir un petit pourcentage qui est sur les autres pays développés, donc qui sont ni de l'Europe ni des États-Unis, donc c'est Canada, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Singapour, hein, pour simplifier. Donc on a peut-être 5% sur ces quelques pays-là, donc là on arrive à 35%, et peut-être qu'on a 65% qui sont sur les États-Unis, ce qui me semble un équilibre à peu près correct. Et sur tout ce qui est secteur, eh bien on a évidemment plein de secteurs différents via ces ETF, ces indices. Donc je pense que là c'est un exemple de portefeuille qui est vraiment bien diversifié sur les 4 critères dont on a parlé. Donc je pense que c'est mieux personnellement qu'un ETF S&P 500. Pourquoi ? Parce que là du coup ça veut dire que t'es pas relié, t'es pas corrélé qu'à un pays, qu'à un destin. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a, imaginons, les États-Unis qui se cassent la gueule, bon, bah t'as quand même plus d'un tiers qui sont pas sur les États-Unis, donc tu vas prendre cher, mais ça va quand même bien compenser. Si c'est les pays émergents qui se cassent la gueule, ça va. Si c'est le dollar qui se casse la gueule, t'as quand même de l'euro. Si c'est l'euro qui se casse la gueule, t'as quand même du dollar. Si c'est l'Europe qui se casse la gueule, eh bien t'as pas que de l'Europe. Si c'est les grosses sociétés qui se cassent la gueule, t'as des petites sociétés. Si c'est des petites sociétés qui se cassent la gueule, t'as des grosses sociétés, etc., etc. Vu que t'as littéralement tout en termes de devises, de taille de société, de pays et de secteurs, c'est quasiment impossible que tu perdes tout, parce que ça voudrait dire en fait la fin du monde dans son ensemble et de manière totale et globale, tu vois. Donc pour moi, c'est mieux d'avoir ce type de portefeuille que un ETF S&P 500. C'est plus diversifié, t'es plus protégé entre guillemets des aléas qui vont potentiellement arriver. En tout cas, bien sûr, si tu as un gros patrimoine. C'est vrai que là, ce que je te parle et tout, c'est pas forcément pertinent si toi, tu as mis quelques milliers d'euros en bourse, que tu as 3 000, 5 000, 10 000 euros, voilà, que tu commences. Bon, te casse pas forcément la tête. Tu te casseras peut-être la tête au fil des mois, des années, que tu continues à avoir une plus grosse somme, que tu arrives à 20 000, à 50 000, à 100 000 euros, etc. Mais garde ça dans un coin de la tête pour le faire un jour. Voilà. Si aujourd'hui tu commences, pas forcément nécessaire d'avoir 4 lignes différentes sur ton portefeuille d'ETF, mais voilà, faut penser, plus tu auras un patrimoine gros, plus faut le protéger. Et d'ailleurs, si tu as un patrimoine qui commence à être assez gros, qui commence à être à 30, 50 000, 100 000 euros et plus, et que tu veux mieux le faire travailler, que tu veux mieux le rentabiliser, ce que je te propose, c'est de potentiellement émettre l'idée, te poser la question de te lancer dans le stock picking. Le stock picking, ça va te permettre de, certes, en échange de temps, en échange de apprendre des choses, en échange de se creuser un petit peu les méninges, hein, c'est pas passif pour le coup, mais de rentabiliser mieux qu'un ETF. Si on a un ETF qui fait 10% par an en moyenne, eh bien en faisant du stock picking, si tu arrives à être bon, tu peux réussir à faire 11, 12 ou même peut-être 13% par an en moyenne. Et bien sûr, si tu as aujourd'hui 10 000 euros en bourse, tu t'en fous de gagner 2%, ça va pas changer ta vie. Mais si tu as un gros patrimoine, que tu as 100 000 balles ou plus, crois-moi que les 2 ou 3% de plus tous les ans à répétition cumulée, ils vont bien changer ton avenir financier. Donc là, ça vaut le coup de s'y intéresser selon moi. Donc si tu veux mettre un pas dans le stock picking, juste pour voir par curiosité, pour potentiellement t'y adonner par la suite, eh bien tu peux cliquer sur le premier lien que je t'ai mis en description. C'est une formation 100% gratuite par email que j'ai créée qui va t'apprendre à faire mieux qu'un ETF, du coup, que l'investissement passif, grâce au stock picking via la stratégie value. Moi, c'est celle que je préconise. Il y en a bien sûr d'autres. Donc, c'est un email tous les jours pendant 7 jours qui vont t'apporter de la valeur pour que tu découvres un petit peu ce monde-là. Si jamais ça t'intéresse, tu peux cliquer donc sur le premier lien en description. Et tu vas découvrir un monde que moi je trouve passionnant et qui permet surtout aussi de gagner pas mal d'argent.